Donc vous voyez le niveau économique, hein, le niveau de la plus-value. Alors ce qui est étonnant dans le cas du bucking bull, du taureau de rodéo, c'est que c'est pas un animal de race comme l'animal de la corrida ou l'animal de la course camarguaise ou l'animal des combats de vaches d'ici. En fait, c'est un mélange. C'est un taureau croisé. Et c'est un croisement en fait, de race à viande en général. Hein, et donc, dans lequel on peut avoir un petit peu de taureau espagnol de corrida, mais occasionnellement. Mais le plus souvent, c'est des croisements de race à viande, auxquels parfois avec hybridation avec du zébu, hein, qui est une autre espèce bovine. Et puis, il y a des phénomènes. Hein. Il y a des taureaux purs charolais, de pure race charolaise, qui sont des grands taureaux de rodéo, de grands bucking bull. Donc là, si vous voulez, il y a une. On est dans une logique où on ne respecte pas le principe de séparation de l'animal issu d'une race spécifique pour le combat. Ici. En fait, on se trouve dans une logique de spéculation maximale, hein, où, comme le disait Andy Warhol, tout le monde peut avoir son quart d'heure de célébrité, y compris un pur charolais dans le cas du rodéo. Alors qu'évidemment, dans la corrida andalouse, ce concept de l'élevage s'oppose radicalement à ce système ultralibéral américain. Non seulement il est impensable de présenter dans l'arène un taureau qui ne soit pas de pure race brava, mais lorsque l'animal manque de combativité, on le qualifie péjorativement de manso, c'est-à-dire domestique, châtré, hein, d'animal à viande ou d'animal à tirer des charrettes. Ce qui est une manière métaphorique de le renvoyer à la catégorie d'animal de rente, auquel le rodéo appartient. Le taureau de rodéo appartient toujours fondamentalement. Alors, ce qui relie cependant les taureaux de combat des diverses traditions que j'ai évoquées ici, c'est que dans tous les cas, la plus-value de l'animal est liée au processus de distanciation du jeu d'arène d'avec son substrat utilitaire de la pratique d'élevage. Car si le spectacle trouve son origine dans les jeux de vacher, son orientation vers le sensationnel, voire vers l'esthétique dans le cas de la corrida, l'éloigne nécessairement du caractère quotidien et trivial de l'activité de vacher. Par exemple, dans le rodéo, on voit bien que le rodéo des années 1920-1930 mettait beaucoup en avant les techniques utilitaires de poursuite et de piégeage des veaux à cheval, de débourrage des juments, et a évolué après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à nos jours de plus en plus vers la mise en avant du jeu inutile par excellence, mais hautement spectaculaire et dramatique et valorisant sur le plan symbolique, qui est la monte des taureaux, hein, qui est une absurdité sur le plan de la logique utilitariste. Hein. La monte des taureaux, non pas pour se déplacer ou pour se transporter, hein, comme ça se fait en Inde ou en Afrique, mais simplement pour jouer avec l'agressivité du taureau. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, donc je voulais vous parler, il y a un cas particulier, c'est celui de la charreada mexicaine, qui paradoxalement met en valeur justement la qualité de vacher, mais qui est pratiquée par des gens qui sont précisément de la classe de loisirs. Donc c'est tout un paradoxe. Les gens qui sont de l'élite, hein, les charros mexicains en général appartiennent, c'est un sport d'élite, très très clairement. Je passe. Et pour arriver finalement à ce que j'avais promis, ce dont j'avais promis de parler, mais je n'aurai pas le temps d'en parler parce qu'ici le temps est très strict, hein, peut-être pour certains orateurs, pas pour tous. La technique, donc le coq de combat. Pourquoi le coq de combat? Évidemment, c'est en étant au Mexique et donc en voyant que les charros précisément, mais aussi dans les milieux de jaripeo, qui est un milieu donc est un sport de monte de taureau pur, un peu à la manière du rodéo américain, mais plus violent dans la mesure où, enfin plus violent. Le rodéo américain est très très violent, mais violent pour l'homme. La plus violent pour l'animal dans la mesure où les hommes dans la monte de taureau mexicaine se tiennent avec des éperons crochés. Et immédiatement, j'ai fait la relation, en voyant la passion que ces gens en général avaient pour les combats de coq, par ailleurs, c'est qui est au Mexique extrêmement populaire, hein, les combats de coq. Je faisais la relation entre la technique du maintien du monteur de taureau mexicain avec ses éperons crochés, qui se tient par les talons en fait, et les ergots métalliques que l'on attache aux pattes des coqs de combat pour donc un peu comme on aiguise
les cornes des taureaux dans le Guilan, eh bien, il y a comme ça une technique hein, d'intensification de la force de combat du coq avec un ergot métallique qu'on place, qu'on attache sur sa patte. Alors, il est vrai qu'au Mexique, on est frappé aussi par l'omniprésence des volailles quand on travaille en milieu rural, hein, poulet et dindon, le dindon mésoaméricain, le poulet hispanique, et leur importance rituelle dans les fêtes, dans les sacrifices, dans les danses matrimoniales. Dans le centre du Mexique, une danse matrimoniale traditionnelle qui consiste à danser avec un dindon vivant, hein, on appelle le Xochipiltzahua. Et il y a plusieurs formes de ce type de pizza. Ouais. Et en même temps, les combats de coqs, qui sont là aussi, très omniprésents dans les fêtes hein, de village, mais aussi dans les férias des villes, où il y a, comme à Tlaxcala, par exemple, le palenque, l'arène de combat de coqs, est construite juste à côté de l'arène de la charreada, donc de ce rodéo des élites dont je vous ai parlé. Alors, le coq de combat, lui aussi, est considéré comme un animal de caste. Il fait l'objet d'un élevage spécifique, donc lié à des croisements de races de coqs, et particulièrement agressifs, et fait l'objet aussi d'une plus-value particulièrement remarquable. Hein, pour un coq, on trouve sur Internet des coqs de combat qui sont vendus jusqu'à 5 000 $ pièce, hein, pour un coq, c'est quand même pas mal. Et également d'une représentation génétique qui l'apparente au taureau de corrida. Hein, pour les éleveurs que j'ai pu interroger au Mexique, il y a vraiment une phraséologie et des concepts de l'élevage hein, qui assimilent le coq au taureau bravo de la corrida. Hein. On trouve vraiment un petit peu le même sens. Alors, en même temps, le coq de combat au Mexique est d'origine étrangère. Et ce sont des croisements entre des lignées de pur sang qui viennent la plupart du temps des États-Unis, de Chine ou des Philippines, et qu'importent les Mexicains pour agrémenter leur combat de coq. Hein. Et donc c'est une origine étrangère sur laquelle mon informateur tend à insister, qui oppose le coq de combat et le poulet de maison, quoi. Le poulet qu'on appelle le pollo criollo, dont mon épouse a un souvenir ému, parce que le poulet créole des maisons est particulièrement délicieux. Il est nourri avec ce qu'il trouve, et les restes vraiment les trognons de maïs, enfin, et alors que ce sont des poulets qui ont une chair presque sauvage, on dirait presque des faisans, hein, et ils sont très, très, très savoureux. Par contre, le coq de combat, lui, n'est jamais mangé. Hein, alors, c'est pas par peur d'un cannibalisme, mais tout simplement parce qu'il est bourré d'anabolisants et de produits pour le rendre encore plus agressif, et donc c'est un peu l'opposé du coq de ferme, hein, du poulet de maison hein, qui se promène dans la rue, dans les villages, etc., avec les dindons. Alors, en même temps, le coq s'oppose au dindon au Mexique, parce que cet animal domestique préhispanique, dont la chair compose les repas de fête, hein, et qui sert aussi à une danse matrimoniale dans le centre du Mexique, donc qui a une valeur symbolique très forte, qui est une valeur d'ailleurs préhispanique, avant l'arrivée des Espagnols. Le dindon avait chez les peuples mésoaméricains une grande force symbolique. Eh bien, c'est curieux, mais les Mexicains qui adorent jouer, qui adorent faire jouer les animaux et qui n'ont pas peur de leur faire mal, eh bien, n'ont jamais cherché à faire du dindon un animal de combat, alors que le dindon est très agressif. C'est un animal très, 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 très agressif, et donc il n'entre pas dans le cadre de l'agone, hein, contrairement au coq. Donc le coq, en quelque sorte, est nécessairement le coq de combat, un animal de l'extérieur. Il ne se mange pas. Tandis que le coq criollo, le poulet criollo, le poulet de la maison, hein, lui a été naturalisé, en fait. Hein. Il est devenu un animal mexicain, et lui, non seulement il se mange, mais il se mange avec délice. Voilà. Donc je passe sur des détails que je voulais donner. Simplement, pour revenir à la relation entre le coq et le rodéo,
je vous renvoie de manière très très vaniteuse à mes travaux, où vous pouvez trouver des détails là-dessus. Mais juste un détail ethnographique qui est extrêmement intéressant à mon avis, c'est qu'au nord de la Nouvelle-Espagne, donc ce qui était la Nouvelle-Espagne, hein, si vous voulez le Mexique d'avant 1848, chez les Indiens Pueblo et Navarro du sud-ouest des actuels États-Unis, il y avait un rite qui est attesté dès la fin du XVIIe siècle, qui consistait à célébrer le culte hispanique de Santiago, Saint-Jacques, un saint guerrier et cavalier, par des danses avec un mannequin équestre et en même temps parce que le saint était supposé avoir tué un coq, il était honoré avec un jeu rituel, le chicken pool, qui était destiné à assurer la fertilité et la chance de tous les peuples indiens. On enterrait dans le sable jusqu'au cou un poulet que des cavaliers lancés au galop s'exerçaient à extirper du sol à la main en se penchant au passage de façon scabreuse sur le côté de leur monture. Celui qui accomplissait l'exploit était ensuite poursuivi et combattu par ses adversaires qui cherchaient à lui dérober la proie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, figurez-vous que le mot Navarro, Nahaoha, pour ce rite festif, est le même mot que les Navarros utilisent pour rodéo, pour parler du rodéo, qui est un sport très populaire chez eux. Donc il y a, si vous voulez, un rapport entre les animaux, entre ces animaux de combat, ces animaux qui sont à la fois des animaux de ferme, des animaux de rente et des animaux de loisirs, des animaux de jeu apparemment inutiles, mais symboliquement très fortement chargés. Et je peux répondre à vos questions si vous avez besoin de détails, parce que là, je coupe ma communication, j'en ai dit à peu près la moitié. Merci, mais je vais vous rassurer car sur la publication des actes, il verra intégralement reporté, alors ça ira. Je vous invite aussi à renvoyer les questions à la fin du débat pour permettre la prise de vue de tout le monde. Alors j'invite le prochain à me rendre visite ici. Il s'agit di Gianfranco Spitilli, che mi invito a raggiungermi. Gianfranco Spitilli, ricercatore al Centro Studi Don Nicola Iobbi, che ci parlerà degli usi cerimoniali di bovini in Europa, la rivista Orma numero 22 e i rituali dell'Appennino centrale. Grazie. Invito anche a lei alla capacità di sintesi. Grazie. La traduzione. Ha bisogno di parlo in italiano. Excusez-moi si je parle en italien parce que c'est compliqué pour moi exposer en français. Donc ringrazio chi mi ha invitato a questo convegno e in particolare Christian Dunoyer, a cui chiedo di aiutarmi per la traduzione. Non credo di fare in tempo a esporre tutto quello che avevo in mente, però vorrei partire dal contesto delle mie ricerche nel campo degli animali bovini. Qui vediamo appunto quello che è stato il mio contesto di partenza, che è una festa patronale nell'Italia centrale, la festa di San Zopito, dove c'è questo bue che viene addestrato a inginocchiarsi. È stata una ricerca monografica e a partire da questa ricerca monografica ho avuto, diciamo, la sensazione e il desiderio di estendere il campo delle ricerche in modo comparativo ad un'area un po' più vasta, per cercare di capire quali erano gli elementi che si nascondevano dietro questi rituali. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou quelqu'un a besoin de traduction? Ça va? Vado in italiano. Okay. In particolare diciamo che ho raccolto alcuni stimoli, la famosa espressione di Evans Pritchard, chercher la vache, per comprendere la cultura Nuer. Io potrei dire di averla tradotta in chercher le bœuf, perché, scusate, mi confondo tra italiano e francese, perché di fatto quello che ho potuto rilevare è che nell'Italia centrale la situazione è soprattutto legata ai buoi. L'altro stimolo è stato
un avvicinamento, diciamo, all'antropologia del Mediterraneo e a una espressione di Pete Rivers che diceva appunto che se c'erano degli elementi unitari da poter rilevare nel Mediterraneo erano l'onnipresenza degli ovini e dei bovini nelle religioni.